Salut à tous. Nous voici donc plongés cette semaine dans l'après-Rick, dans un long saut dans le temps déjà amorcé la semaine dernière, et après avoir vibré, il était clair qu'on allait avoir le droit à un épisode plus d'exposition, histoire de laisser un peu décanter tout ça. Et les cartes ont été redistribuées après ces longues années qui viennent de s'écouler. Qui fait quoi? Comment? Bon, pour le moment, honnêtement, je suis dans ma phase de réadaptation, en essayant de retrouver des repères. Il n'y a plus de Rick, on ne sait pas encore ce qu'est devenu Maggie, on voit très peu Daryl, et Carol a les cheveux longs. Toutefois, on démarre dès maintenant l'arc des terribles chuchoteurs, et ça a de suite de quoi nous remettre dans le bain. Alors, entrons dans cet épisode 6. Difficile d'accepter la triste disparition de Rick, marqué dans cet épisode par un symbole peut-être un peu trop appuyé, du petit soldat, le petit shérif en jouet, à la posture du héros de la série. Mais il faut aller de l'avant. Alors on va déjà parler des nouveautés dans cet épisode, sur le petit groupe de gens que Judith avait sauvé in extremis. Un groupe tout droit sorti des comics, qui semble à première vue ne pas avoir de meneur, bien que de suite c'est Magna qui va se détacher du lot, avec un caractère fort qui viendra rapidement se frotter à celui de Michonne. On apprend un peu l'histoire de ce groupe, leur background est évoqué au cours de conversations, et on sent que eux aussi ont survécu à des péripéties dans des genres de communautés comme on peut l'imaginer dans cette série. Ils évoquent aussi des deuils à propos de leurs derniers morts. Bref, pas de doute, sont des vrais survivants. Et ça permet de suite de donner un peu plus de poids et de crédit à leur mise en place. Luke paraît plus tempéré, ancien prof de musique. Il ne semble pas avoir l'âme de guerrier des autres, mais son sens plus pondéré l'a probablement aidé à trouver sa place. Ensuite, si dans les comics, Connie n'a pas de handicap, ici elle apporte un peu plus de diversité à la série grâce à l'actrice sourde-muette Lauren Ridloff qui l'incarne. Un handicap qui pourrait aussi révéler des qualités, comme une meilleure lecture des gens qu'elle rencontre lors de leur arrivée à Alexandria. Elle est accompagnée de Kelly qui semble être sa jeune sœur, en tout cas toujours auprès d'elle. Pour le moment, Yumiko est restée sur la touche suite à sa blessure lors de l'attaque, mais on aura plaisir à la découvrir par la suite. Au-delà des nouveaux venus, on retrouve aussi nombre d'anciens personnages, dont le look a quelque peu évolué. Déjà Daryl, qui semble ne jamais avoir quitté la forêt, dans laquelle il est parti à la mort de Rick. Toujours un peu en marge, il s'intégrait petit à petit au fil des saisons. Et là on assiste à un bond en arrière, un retour à la vie sauvage. Lorsque Carol le croise, on suppose à leur regard qu'elle ne l'avait pas vu depuis un bon moment. Carol, qui est donc finalement bien devenue la reine d'Ézéchiel, arbore un nouveau look moins guerrière et plus féminin. Mais on verra rapidement que ce n'est qu'une façade. Elle est accompagnée d'Henry, son fils de cœur, qui lui pour le coup a bien changé. Avec un casting très réussi sur l'acteur, on dirait vraiment le même qui aurait pris des accélérateurs de croissance pendant le tournage. Hallucinant. Il reste quand même un personnage impulsif qui manie le bâton au quart de tour. Alors il devrait probablement avoir un rôle important par la suite, sûrement pour compenser celui de Feu Karl, mais ça on y reviendra en temps et en heure. Aaron alors a-t-il pris la place de Rick comme certains me l'ont dit en commentaire? Bon, ce qui est sûr c'est qu'avec sa barbe et sa main en moins, franchement ça évoque plus ou moins le Rick des comics. Mais attention car n'est pas Rick qui veut. Bon après maintenant il se rapprochera aussi pas mal de Ash dans Evil Dead avec son bras armure là. Ce qui n'a aucun rapport, mais bon on ne sait jamais des fois qu'il trouve une tronçonneuse. Michonne, elle, s'est renfermée sur ce rôle de guerrière et de mère aussi entre Judith et surprise le petit dernier de la famille, le fils de Rick, alias Rick Junior. Donc dans ce nouveau monde, on semble suivre les règles qu'elle avait érigées, avec une sorte de démocratie et un conseil des bienveillants, dont elle fait partie sans le présider, cette charge étant déchue à Gabriel, elle étant surtout un chef de sécurité de la ville très méfiant. D'ailleurs on le voit, elle n'a pas fait son deuil, elle parle à Rick et à Carl lorsqu'elle est seule dans sa chambre, elle va se recueillir au pont qui a été dynamité par Rick, là où il a disparu. Et de notre point de vue c'est quand même terrible, quand on sait que Rick n'est pas mort ce jour-là. Mais ça, à part nous, personne ne le sait. Personnellement, ça me donne vraiment envie que ces deux-là ils survivent et qu'ils se retrouvent un jour, même si pour l'instant c'est pas du tout prévu. Judith, elle, c'est la petite fille avec une forte maturité pour son âge. Elle essaie de convaincre Michonne d'intégrer les nouveaux venus. C'est un peu la représentation de cette génération étant née post-apocalyptique. Avec le gun qui fait presque sa taille au ceinturon, elle participe aux expéditions, sauve des gens, et en parallèle on la voit étudier. Là c'est aussi la transmission des connaissances qu'on peut un peu voir au travers d'elle, et qui se perpétue. Bref, un personnage qui sera plaisant à suivre, peut-être dans une relation amicale avec notre bon vieux Negan, qui semble avoir repris du poil de la bête d'ailleurs. Peut-être va-t-il essayer de sympathiser avec elle pour mieux l'utiliser par la suite. Tiens, amène-moi la clé de la cellule, tu seras mignonne. Ok. En tout cas, après un gros coup de dépression, il a eu le temps d'accepter sa condition de prisonnier. On le voit avec la barbe et les cheveux tondus de près, ce qui peut indiquer qu'il ne se laisse plus aller. Est-ce que le nouveau Negan est arrivé? Comment va-t-il se comporter à présent? C'est l'un des points que je suivrai de très près. Enfin, Gabriel avec son œil aveugle, son chapeau, son petit bouc, on dirait maintenant un pasteur tout droit sorti d'un Tarantino. Et d'ailleurs, Rosita ne s'y est pas trompée.
Et du coup on dirait que ça va venir alimenter une sorte de petit triangle amoureux, avec Eugène qui essaye de faire en vain des sortes d'avances à Rosita. Ce dernier a d'ailleurs définitivement lâché le mulet pour une natte plutôt stylée. Il n'hésite plus à aller salir les mains et à casser du Walker. Bon, je vous parle de ça, ça me permet d'embrayer avec le moment fort de l'épisode. Car ça y est, si on ne les a pas vus, on a entendu ceux qui chuchotent parmi les zombies. Quand on commence à discerner des sons, des mots, ça m'a filé la chair de poule. Alors bien sûr, on sait tous que les Walkers vont pas commencer à parler, mais que c'est bien évidemment les prémices de cette nouvelle communauté. Une très belle entrée en matière, qui rend là encore très bien justice aux comics. D'ailleurs, concernant cette scène précisément, comme elle nous était teasée depuis pas mal de temps, j'avais un peu peur qu'ils nous la gardent trop longtemps pour le mid-saison, ce qui aurait été un peu dommage vu qu'on l'avait déjà vu. Mais du coup, maintenant qu'on a rejoint ce nouvel élément, il va donc rester 2 épisodes pour aller creuser encore un peu plus vers ces nouveaux terribles adversaires. Donc je pense qu'on va avoir 2 possibilités là-dessus. Soit le cliffhanger de mi-saison sera un premier visuel sur les chuchoteurs, de quoi nous laisser cogiter quelques mois sur cette terrible menace. Soit en allant un peu plus loin, et en les voyant peut-être dès le prochain épisode, on finirait l'épisode 8 sur un premier fait d'armes de leur part, qui pourrait coûter quelques vies et inspirer des comics. Voilà en tout cas une sorte de coup de tonnerre qui va rapidement faire retomber les groupes dans une période de guerre. On sait finalement ce qui était advenu lors de l'échange de coups de feu entre Carol et les Saviors, dans l'épisode 4 après une grosse ellipse. Elle avait donc dû reprendre le dessus et les épargner finalement. Alors pour eux maintenant qui n'ont pas voulu s'intégrer, c'est vraiment la déchéance. Ils ont abandonné le sanctuaire, c'est devenu des genres de bandits de grand chemin, errants et vivant au jour le jour. Mais malgré son look plus nuancé, Carol tirera définitivement un trait sur cette vermine qui peut constituer une certaine menace. Et là, elle reprend les habitudes, elle les tue de sang-froid, et puis alors niveau mort abominable dans d'atroces souffrances, on doit être pas mal. Bref, on nous expédie probablement les derniers Saviors du mal, puisqu'il reste encore aussi des bons Saviors qui se sont intégrés, à l'image de Laura qui a même un siège au conseil. Franchement, elle commence à avoir un bon CVL. Saviors, bienveillant. Maintenant, les grands absents, c'est bien sûr la communauté de la colline. On ne sait pas du tout où ça en est là-bas, comment ils ont évolué, et surtout ce qui est devenu Maggie, qui, dit-on, est un personnage sur la sellette. Alors va-t-elle disparaître? S'est-elle déjà fait ellipser entre-temps? En tout cas, on devrait déjà retrouver notre bon Jésus dès la semaine prochaine, et on en apprendra sûrement un peu plus. Le Walker de la semaine, c'est ce super modèle incrusté dans un arbre, manière de dire que la nature a repris ses droits, un design très soigné et détaillé. Ainsi, est-ce que c'est la nature qui finira par venir à bout des Walkers? En tout cas, d'ici à ce que ça arrive, moi je vous dis à la semaine prochaine avec l'épisode 7. Comme d'hab, je vous mets le trailer en description. À bientôt, ciao les amis.